Bonjour à tous, c'est Gizmo de Kismageek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'Alita Battle Angel, le film de Robert Rodriguez produit par James Cameron. C'est sorti sur nos écrans français le 13 février, donc il y a un petit peu moins de 2 semaines maintenant. Je vous avais parlé dans ma précédente vidéo du manga Gun, dont est tirée cette adaptation, qui est donc un manga de Yukito Kishiro, et je vous avais également parlé de mes a priori concernant cette adaptation, dont on va parler aujourd'hui. Maintenant que je l'ai vu, le jour de sa sortie, mais bon, j'ai pas pu vous en parler avant parce que la vie, est-ce que ses craintes et ses espoirs étaient justifiés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par un petit résumé du film, pour situer pour ceux qui ne connaissent pas. Alors qu'il cherche des pièces de rechange au milieu des débris rejetés par Zalem pour aider ses patients, le docteur Dyson Ido tombe sur le corps quasi anéanti d'une cyborg dont seul le cerveau humain a survécu. Il décide alors de la réanimer, elle qui a perdu tout souvenir jusqu'à son prénom. Cette cyborg, c'est celle qui deviendra Alita, héroïne éponyme du film. Sa maîtrise d'un art martial martien oublié, le Panzerkunst, lui permettra de faire face à la violence qui gangrène Iron City, la ville des charges où se déroule l'action, inféodée à Zalem, la ville des élites, flottant dans les airs et surplombant tout. Mais la découverte de son nouveau monde par Alita passera également par des personnages aimants et positifs tels que Yugo, dont notre héroïne tombera amoureuse. Jusque-là, pas trop de surprises si vous connaissez déjà le manga ou que vous avez vu ma vidéo précédente, c'est peu ou prou la même chose. Mais on ne va pas s'intéresser tout de suite à la partie adaptation, on va commencer par parler du film en lui-même. C'est parti. Alors déjà, il faut noter que le film est visuellement très impressionnant. On en avait parlé dans la vidéo précédente, mais vraiment, la technique de la performance capture donne des résultats incroyables. D'ailleurs, Rosa Salazar fait un travail exceptionnel, parce que on avait vu dans le trailer, il y avait beaucoup de gens qui avaient un peu peur du côté grands yeux, etc. On l'oublie complètement au bout de quelques minutes. Vraiment, Alita prend vie. C'est vraiment beau. C'est un blockbuster, film d'action très réussi qui, à mon avis, ne peut pas décevoir sur ce plan. Les scènes de motorball notamment sont à couper le souffle. Les scènes de combat également sont très impressionnantes. Elles sont beaucoup plus violentes que ce à quoi on pouvait s'attendre. L'équipe n'a pas hésité à aller vers le démembrement des corps de cyborg, etc. Bon, évidemment, il n'y a pas de sang, parce que le but, évidemment, c'est de ne pas couper le film d'une partie de son public potentiel, et il faut donc qu'il reste grand public, en tout cas le plus possible, donc pas de sang. Les scènes d'action et surtout de combat sont très lisibles, ce qui est rare aujourd'hui parce que souvent les scènes d'action sont surcotées, on le sait. Là vraiment on a des scènes très lisibles où la violence est impactante, on la ressent. On sent énormément la patte de James Cameron sur ce film. D'ailleurs, Robert Rodriguez ne l'a pas caché, il l'a dit lui-même. Son travail, c'était de faire un film à la James Cameron. C'est une très bonne idée au global parce que ça fait que le film fonctionne très bien. Cameron sait y faire quand il s'agit de blockbusters, pour rendre une intrigue intéressante, pour accrocher le spectateur, mais on regrette quand même un peu de ne pas plus sentir la patte de Robert Rodriguez, notamment sur les scènes de combat, parce qu'il aurait pu apporter un peu plus de folie. Moi, c'est un réalisateur que j'aime bien. Sans aller jusqu'à la série B qu'il affectionne tant, je pense qu'il aurait pu apporter une petite touche de folie qui aurait amélioré les scènes d'action, même si franchement elles sont très efficaces et très réussies. De toute façon, on va pas bouder notre plaisir. C'est du grand spectacle, c'est très réussi, c'est très divertissant. Comme on pouvait s'y attendre, ce film fera date, je pense, sur les techniques utilisées, un peu comme Avatar à l'époque. Un petit peu moins, évidemment, parce que le fossé technologique est moins important. Mais vraiment, c'est très réussi. Le mariage entre la chair humaine, enfin, c'est-à-dire les visages des acteurs, etc., et les éléments purement numériques, donc entre autres les corps des cyborgs, tout simplement, c'est vraiment très réussi, ça se marie parfaitement, on y croit, il n'y a pas de souci, on est dedans, donc rien que pour ça, franchement, ça vaut le coup d'aller le voir. Ensuite, il y a aussi le fait que l'univers soit très intéressant. Il est travaillé, il apporte même des petites touches que je trouve assez intéressantes par rapport au manga d'origine, pour rendre le côté cyberpunk plus vivant, plus réaliste, plus abouti. Ce sont des petites touches comme ça, par-ci par-là, mais je trouve que ça marche bien. Il y a par exemple le fait que plusieurs langues soient parlées à Iron City. Donc Iron City, c'est le nom dans le film de ce qu'on connaît comme la décharge dans le manga. On voit beaucoup de panneaux avec de l'espagnol, etc. Ça fait un mélange des cultures qui est, encore une fois, très crédible.
vu l'aspect post-apocalyptique de l'histoire. Ça renforce un peu le côté cyberpunk, ça rappelle un petit peu les Blade Runner, etc. Sur l'écriture, par contre, ça pêche un peu. Outre quelques problèmes de rythme, l'écriture très cliché de certains personnages et de certaines relations, notamment la relation Alita-Hugo, rappelle qu'on vise un public large et donc majoritairement adolescent, et qu'il ne faut pas le brusquer avec trop de réflexion. C'est un peu dommage, mais il y a quand même des thèmes qui survivent, qui sont retranscrits depuis le manga dans ce film. Et de toute façon, même sans parler du manga, il y a des thèmes qui sont abordés, qui sont intéressants. On a évidemment la relation père-fille entre Ido et Alita. On a le passage à l'âge adulte et tout ce que ça apporte, les premiers amours, etc. Et même des thèmes un peu plus profonds qui sont effleurés, que ce soit des soupçons de questionnement métaphysique sur l'humanité, la lutte des classes ou encore l'éthique scientifique. Tout ça, c'est surtout grâce à l'univers que c'est abordé, parce que c'est l'univers qui invite le spectateur à se poser ces questions. Sinon, le film n'insiste pas vraiment là-dessus, à l'exception de la relation père-fille qui est vraiment très appuyée, un peu trop à la limite de la nausée parfois, et qui provoque quelques roulements d'yeux, on va pas se le cacher. Donc le film devrait plaire à un public pas spécialement connaisseur, venu surtout en prendre plein la vue, parce qu'à ce niveau-là, franchement, on en prend plein la vue. Vraiment, encore une fois, les scènes de Motorball sont incroyables. Et ça pourrait même leur donner envie, je pense, de plonger dans l'œuvre de Yukito Kishiro, de la découvrir, et d'approfondir du coup les thèmes qui sont effleurés dans le film. Ok, mais alors qu'en est-il des fans de Gun ? Est-ce qu'ils vont aimer le film ? Eh ben, ça dépend. Ça dépend de ce qu'ils attendent exactement, et ça dépend également des changements qu'ils sont prêts à accepter par rapport à l'œuvre originale. Certains disent que c'est une adaptation très fidèle, d'autres que l'équipe s'est torchée avec le matériau d'origine. Personnellement, je suis d'accord ni avec les uns ni avec les autres. Ce qui fait que l'adaptation est difficile à juger, c'est qu'en fait elle est double. Bien sûr, c'est d'abord l'adaptation d'un manga, culte en plus, en film hollywoodien. Mais c'est aussi à l'intérieur de ça une adaptation d'un matériau très adulte et très sombre en teen movie. Alors j'ai fait une petite grimace en le disant, ça veut pas dire que c'est nul, mais je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que ça peut bloquer avec les fans. Parce que ça, forcément, ça change tout. Alors je voudrais commencer par expliquer pourquoi, d'après moi, c'est une bonne idée. Il faut rappeler que c'est un film assez important, avec un budget colossal, et que le but c'est quand même qu'il rentre dans ses frais. Il s'agirait pas de répéter la même erreur que Blade Runner 2049 l'a fait il y a... c'était quand, l'année dernière ou l'année d'avant ? J'ai adoré le film, mais il était destiné à un public de niche, et forcément il ne pouvait pas rentrer dans ses frais. Ça a été le cas, ça a été une sorte d'énorme bide au box-office, et les producteurs ont perdu beaucoup d'argent. Donc là, Cameron ne pouvait pas se permettre de refaire la même erreur, évidemment. Il ne pouvait pas s'adresser à un public de niche, de fans, entre guillemets, déjà acquis, et qui en plus, de toute façon, aurait trouvé à redire, parce qu'on va pas se mentir, les fans trouvent toujours un truc qui ne va pas. Moi aussi, moi le premier, mais bon. Bref, au niveau business, c'était la seule possibilité, la seule façon de rendre ce projet viable, c'était de l'adapter, bon peut-être pas à ce point-là comme un teen movie, peut-être, mais en tout cas il fallait que ça parle au plus grand nombre, et donc on pouvait pas faire quelque chose d'aussi radical que l'œuvre d'origine. Bref, on a donc une version un peu édulcorée du manga Gun de Yukito Kishiro, mais qui conserve quand même, comme on l'a dit, un univers assez intriguant, assez riche, et qui donc évoque des thèmes importants, des thèmes qu'on voit assez peu dans le cinéma d'aujourd'hui. Donc rien que pour ça, franchement, c'est bienvenu dans le paysage cinématographique actuel. Alors encore une fois, le film, il reprend ses thèmes, mais presque malgré lui, parce que c'est l'univers qui évoque vraiment ces thèmes, et qui force le spectateur à se poser des questions. Sinon, le film lui-même, il s'adresse, encore une fois, plus à des adolescents, ou en tout cas à un public qui n'est pas spécialement venu pour réfléchir. C'est pas un public de science-fiction, c'est un public de blockbuster. Et donc, on lui apporte une romance un peu niaise, on lui apporte des amis qui n'existaient pas dans le manga d'origine, et qui honnêtement n'apportent pas grand-chose au film, mais l'univers est respecté,
globalement. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui fait que ça marche autant sur le plan visuel pour ce film Alita Battle Angel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprises directement des planches du manga Gunm. Je veux dire, dès le début, en introduction, on a Zalem qui surplombe Iron City, qui déverse ses déchets donc dans la décharge, parmi lesquels Gali. Bah voilà, vous voyez, j'ai dit Gali au lieu d'Alita. Bon, bref. Et ben ça, c'est une scène qui est directement tirée des planches du manga. Pareil, pendant le Motorball, il y a des poses iconiques du manga qui sont reprises telles quelles. Dans les combats, c'est pareil. Le combat contre Gruishka fait forcément beaucoup référence à celui contre Makaku dans le manga. Sinon, comme je le craignais et comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, eh bien, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont repris des OAV. Donc les OAV qui, pour rappel, n'avaient pas du tout compris le manga d'origine. Mais, et ça, c'est surprenant et c'est surtout très bien, ça marche. Parce que le reste du film a compris le manga. Encore une fois, de façon édulcorée, de façon moins adulte, mais il a compris le manga. Et donc ça fonctionne en ramenant ces éléments des OAV. Je vais pas vous mentir, quand j'ai vu Shiren arriver à l'écran, j'étais pas jouasse. Mais ça marche vraiment beaucoup mieux que dans les OAV. Bon après, c'est pas parfait non plus. On a par exemple Vector, qui est quand même un personnage important du manga, qui est complètement vidé de sa substance pour être transformé en méchant vraiment random, quoi. Qu'on pourrait avoir dans n'importe quel film. Un peu d'ailleurs comme dans l'OAV. Mais je crois que le pire, c'est Yugo. Parce que Yugo, lui, il ne sert plus à rien. Alors si, il sert un petit peu pour que Alita grandisse, ok. Mais c'est plus vraiment un personnage. Il a encore son rêve d'aller sur Zalem, mais... est-ce que c'est vraiment encore un rêve quand on ne tient aussi peu ? Je suis pas sûr. Il fait vraiment love interest de base, quoi. Ça pourrait être un personnage sorti du film Le Labyrinthe ou de Mortal Engines, enfin c'est... Et du coup c'est dommage parce qu'il y a un passage en particulier qui aurait dû être marquant. Alors là, désolé, je vais spoiler une minute si jamais vous ne connaissez ni le film ni le manga. Mais donc, vers la fin du film, et donc dans le 3e tome, si je dis pas de bêtises du manga, la mort de Yugo intervient. Alors encore une fois, comme dans le manga, elle le sauve, elle le branche à son cœur, etc. Bon, la façon dont il meurt est un peu nulle, je trouve, par rapport au manga, mais bon, ça passe. Par contre, ce qui me dérange vraiment, c'est que du coup, quand il est ressuscité en tant que cyborg, bah déjà, il n'est pas secoué par le fait d'être devenu un cyborg. Dans le manga, si vous vous en souvenez, ça le travaille vraiment, parce que pour lui, il faut être humain, etc. Et puis de toute façon, il veut aller à Zalem, et à Zalem, il n'y a que des humains. Donc il pète un peu un câble, il essaie quand même une ultime fois de monter à Zalem, et il meurt pendant son ascension, mais sans jamais renoncer à son rêve. Dans la version du film, ça se passe pas comme ça. Déjà, il pète pas un câble parce qu'il est devenu cyborg, il s'en fout un peu. Ça encore, bon, vu qu'on n'a pas expliqué que Zalem était uniquement composé d'humains, ça peut passer. Par contre, il est donc en train de monter sur les câbles, comme dans le manga, encore une fois, d'ailleurs la scène ressemble fortement, sauf que Alita arrive à le convaincre de faire demi-tour. Quand je vous dis qu'elle arrive à le convaincre, c'est vraiment pas compliqué, c'est à base de « je t'aime, aime-moi, reste avec moi, on va être heureux, avoir beaucoup d'enfants », c'est vraiment ça. Donc Yugo abandonne complètement son rêve, qui n'en était pas vraiment un du coup, mais il meurt quand même parce qu'il n'avait pas vu que derrière lui il y avait les énormes scies qui allaient le découper. Bref, du coup, sa mort, on s'en fout un peu en fait, parce que le personnage en lui-même, on s'en fout. C'est une coquille vide. Ça, c'est vraiment le changement qui m'a le plus dérangé. Bon, après, il y a des choses que je comprends pas bien. Par exemple, je comprends pas bien qu'ils aient changé autant Destinova, parce que justement, il était très humain, et lui aussi, il est transformé en une sorte de super méchant hollywoodien un peu basique. Alors, on verra avec la suite, parce que clairement, le film est fait pour avoir une suite. Globalement, donc, Alita Battle Angel n'est pas l'adaptation de Gun que beaucoup espéraient. Moi y compris. C'est plus une sorte de réinterprétation adolescente, en tout cas pour en faire un teen movie, mais qui réussit très bien son objectif. Vraiment, c'est très réussi. L'objectif qu'il s'était fixé est atteint, ça fonctionne. Je pense que les adolescents adoreront ce film. Je sais que beaucoup de fans d'action ont aimé ce film, et je comprends pourquoi, c'est vraiment un bon film d'action, un bon blockbuster. En plus, ça peut donner envie aux néophytes de découvrir l'univers de Yukito Kishiro, et ça, c'est toujours appréciable. Pour moi, c'est donc une réussite. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas parfaite,
Il y a quelques problèmes de rythme, mais globalement c'est vraiment très réussi. La seule chose qui me dérange vraiment, même si encore une fois ça se comprend sur le plan du business, c'est que le film ne se tient pas seul. Il est pensé pour lancer une franchise, très clairement. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on n'est pas sur une histoire finie avec une porte ouverte vers une suite possible, on est sur une histoire qui est à la moitié de ce qu'elle a raconté, voire au tiers. C'est un peu ce qu'est devenu Hollywood aujourd'hui de toute façon, donc c'est pas très étonnant, mais c'est un peu dommage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Gizmo pour Kiss My Geek. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à partager la vidéo, enfin bon, vous connaissez le topo. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore de quoi on parlera, on verra. En tout cas,